La visite de Jean-Luc Mélenchon était la bienvenue en terre de Provence entre Durance et Luberon. Accueilli et attendu par différentes associations écologistes, SOS Durance, Les Temps Nouveaux et le collectif paysan de la Grande Bastide. Il est venu se renseigner sur la problématique de l'eau dans la vallée de la Durance. Accompagné de Mathilde Panot, députée de la France Insoumise et membre à la commission écologique de l'Assemblée nationale, ainsi que Marina Mesure, tête de liste de la formation de la France Insoumise aux élections régionales PACA 2021. Ça occupera. Mais la rivière, avant, elle faisait entre 560 mètres de large et 800 mètres. Ça va faire comme la Tigné-la-Roya, elle va reprendre peut-être 1 kilomètre de largeur. Parce que la Tigné-la-Roya, c'était 20-30 mètres le lit. Et c'est passé, je crois, 200 mètres. Ça a été multiplié par 10. Alors là, il vaut mieux pas pour la Durance, parce que là, comme il disait, on fait des digues de partout. Et derrière, on urbanise, on fait des zones d'activité, on fait des... Et la centrale, elle est là-dedans? Alors nous, ça n'a rien à voir. La centrale hydroélectrique de Seychama, on va dire, c'est le terminal de l'aménagement hydroélectrique Durance-Verdon. Alors c'est un très bel ouvrage, puisque on sait que c'est l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires en 8 minutes. Mais néanmoins, il n'y a pas besoin de turbiner énormément d'eau dans les temps, puisque c'est juste 1/6 de moyenne de pointe pour sécuriser le réseau national. Oui. Hein. Alors nous, on dit on turbine énormément d'eau douce dans les temps encore. On va dire on turbine une fois sur l'équivalent de l'étang d'eau douce dans l'étang de Berre. Et on pourrait réduire encore par 4 sans remettre en cause donc, la gestion de l'aménagement hydroélectrique Durance-Verdon. Puisque cet aménagement, finalement, il capte toute l'eau, il nous l'a dit, là, donc 90% de l'eau est détournée de Serponçon jusqu'à Malmort. La fonte des neiges, on perd 2 mois de manteau neigeux, les glaciers fondent, et les experts ils sont formels, ils disent en 2050, on perdra la moitié du débit de la Durance l'été. Mais le Rhône, ce sera 30%. Tous les cours méditerranéens, 30% de perte des débits l'été. Comment allons-nous refroidir les réacteurs nucléaires le long du Rhône? C'est pour ça que je posais la question de savoir où ils étaient. Que je me les représente mal, je ne sais pas pourquoi. 1 degré de plus. 1 degré. Ça fait mal, hein, les changements de température, ça vous change complètement le biotope. Hein. C'est autre chose après. Tout à fait. Oui. Alors l'eau de la Durance-Verdon alimente évidemment la ville de Marseille, le canal de Marseille, comme je dis, mais toute la région, après pas qu'un, voilà, pratiquement. L'eau étant vitale pour l'espèce humaine, si on reprend les problèmes par la question de l'eau, on s'aperçoit que tous les autres peuvent être pris en chaîne dans une optique différente, non productiviste et respectueuse des êtres humains et de l'environnement. C'est pour ça que l'affaire de la Durance, c'est typique, quoi. C'est un concentré de problèmes qui sont intéressants à relever, de défis aussi, parce que c'est pas simple. Hein, non, de mais régler une situation. Nous organisons en ce moment une votation citoyenne pour que l'eau soit un bien public et le droit à l'eau soit inscrit dans la Constitution, comme l'a suggéré le vote de l'ONU. Et ici, à travers le cas La Durance, on étudie, on regarde de près comment toutes les dimensions, activité humaine, activité économique, activité politique, s'imbriquent et peuvent prendre sens à partir d'un cours d'eau. L'idée sur laquelle nous travaillons, c'est justement celle-là. Est-ce que l'eau qui va devenir une ressource rare, donc qui va être un manque, qui va être un problème, peut devenir une solution pour les êtres humains, c'est-à-dire qu'en s'organisant par rapport au cours d'eau, on peut commencer à construire une société plus respectueuse et plus en harmonie entre les cycles humains et ceux de la nature. Voilà, c'est ça le thème en général. La délégation a pris le chemin vers le lit de la rivière pour constater les méfaits du détournement de l'eau de la Durance vers l'étang de Berre. Les conséquences de la canalisation et du détournement de la rivière est catastrophique. Rivière naturelle asséchée, dégradée et hors d'usage, plus dangereuse que jamais. Nappe phréatique associée en baisse, dislocation du littoral de Camargue, catastrophe écologique par la dérivation de l'eau de la Durance vers l'étang de Berre. C'est une évidence, l'eau de la Durance doit retrouver son cours naturel. Des aménagements sont possibles pour améliorer la gestion de l'eau et de la chaîne hydroélectrique exploitée par EDF. La STEP, stockage d'énergie par pompage et turbinage, doit être mise en place. Un système de pompage-turbinage est une technologie éprouvée, connue depuis le XIXe siècle. Elle permet à une centrale hydraulique d'économiser l'eau par pompage dans 2 bassins. L'eau turbinée aux heures de pointe dans l'un et remontée pendant les heures creuses dans l'autre.
Le système STEP, utilisé à travers le monde, mérite, selon les experts, un examen approfondi. On a besoin d'électricité, on turbine, donc il y a de l'eau qui arrive, forcément, et hop, on renvoie l'eau. Faut bien quand même, si vous voulez turbiner, il faut bien relâcher de l'eau. Il faut relâcher de l'eau. Mais le problème... Qu'est-ce que vous dites à ça, vous? Eh ben, je Tu dis me que... fais l'avocat du diable. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Ouais, je veux pas qu'on me pose après à moi la question et je sais pas quoi répondre. Oui, tout à fait. Oh, on s'en fout. Ah non, on s'en fout pas. Le problème, c'est que vous avez une faune et une flore là-dedans, toute une vie. Ah ben, qui craignent, tout d'un coup, vous allez avoir, tout d'un coup, vous allez avoir 150 mètres cubes seconde. Et puis après, vous avez, là, actuellement, ils ne doivent pas turbiner, donc vous n'avez rien. Vous voyez? Donc, je veux dire, c'est invivable, quoi. Avec quand même une question sur l'alerte que la France Insoumise a été une des premières à lancer, enfin voire la première à lancer. On a passé notre temps, bon, en plus de la première proposition de loi constitutionnelle qu'on a proposée dans notre première niche dès 2017, qui était sur la question justement d'inscrire le droit à l'eau dans la Constitution. Ensuite, on a fait 2 missions d'information sur la question de la ressource en eau et des conflits d'usage de l'eau. On a présenté une résolution que Jean-Luc Mélenchon avait proposée sur justement l'eau comme urgence du XXIe siècle. Mais pendant toute la période du premier confinement, c'est nous qui avons lancé l'alerte, notamment sur l'outre-mer, parce que l'outre-mer c'est loin, personne n'a l'air d'y faire attention. Mais quand même, en Guadeloupe, par exemple, vous avez 44 écoles qui ont fermé, pas parce qu'il manque un professeur, mais parce qu'il manque d'eau. Et que dans un moment où se laver les mains, par exemple, est un geste barrière, c'est quand même extrêmement dramatique. Donc il y a une question aussi d'alerte et d'amener cette question comme une question politique majeure pour le XXIe siècle. Et pour le coup, nous, on veut prendre notre part dedans. Et ce déplacement, du coup, s'inscrit aussi dans cette idée de dire que c'est une des questions centrales, voire la question centrale sur laquelle il faut eh bien, débattre et décider démocratiquement dans le siècle à venir. Oui, non, mais c'est voilà, bon, on est sur toute une série d'activités dont le but est de sensibiliser et nous d'apprendre. Hein. Sensibiliser, ben, c'est grâce à vous, parce qu'on dit tiens, qu'est-ce que vous faites là, bon. Et puis partout, il y a des gens qui savent, qui sont sur le terrain, donc le moment venu, s'il y avait de la décision politique à prendre, d'une véritable bascule de ligne politique, on saurait sur qui s'appuyer, à qui demander, parce que les gens savent. Et puis, deuxièmement, nous apprendre, parce que si nous gouvernons ce pays, il faudra le faire en partant de cette nouvelle forme qu'a la réalité, que la plupart des élites sociales et politiques méconnaissent absolument. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument aucune idée sur le sujet, ni même compris qu'il y avait un problème. Et c'est pas de leur faute, c'est que les feux de l'actualité sont ailleurs. Alors, bon, par exemple, vous avez un tiers de la population de la Guadeloupe qui n'a plus d'eau courante, on n'en parle presque jamais, on a eu un reportage dans le service public, on n'arrête pas avec ça. Bon, les gens peut-être considèrent que c'est une question exotique, mais ils n'ont pas idée qu'il y a déjà plus d'eau, ou dans la Durance, ou dans le Doubs. Ils pensent que c'est là-bas, loin, tu vois, où il y a beaucoup de soleil, alors voilà. Non, c'est pas ça. Le problème est chez nous, quoi. Précisément sur la Durance, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette visite? Eh ben, on vous le dira à la fin ce qu'on a retenu, parce que là on fait qu'apprendre en ce moment. Moi je vois la confirmation d'une intuition, on en discutait avec Mathilde. Si on devait réorganiser la carte administrative de la France, il faudrait arrêter les bricolages à la Hollande et compagnie, où comme l'Europe dit ah ben ça coûte trop cher votre organisation, donc à intervalles réguliers groupe des structures, et puis ils en créent d'autres, enfin c'est une pagaille absolue. Alors ceux-là même qui ont créé le désordre protestent contre ce qu'ils appellent le millefeuille administratif. Et c'est eux qui l'ont créé. Mais à partir de quoi pourrait-on réorganiser? On pourrait prendre les grandes agences de l'eau ou les grands bassins du pays. Et à ce moment-là, l'organisation administrative correspondrait à un objectif social et écologique. Et donc on aurait le bon mix qui mettrait tout le monde en mouvement. Tous ces gens, moi je vois bien, ils savent tout. Il n'y a pas besoin de se casser la tête, ils sont au courant, ils ont nourri les dossiers, ils ont une idée d'où ils en sont. Ils auraient une capacité d'intervention dans la politique qu'aujourd'hui ils n'ont pas. Parce qu'il faut déjà qu'ils arrivent pour dire « vous savez qu'il y a un problème ?» Bon, et les élites politiques, non, ne le savent pas. Et tout à l'heure, on m'expliquait bien, c'était intéressant, parce qu'il y a quand même, dans le désordre, vous avez toujours quelqu'un qui tire son épingle du jeu. C'est ce que vous me disiez, hein. Celui qui peut arroser tranquillement sa pelouse, il est content. Le propre d'une norme et d'une réglementation, bah, c'est ça, c'est que ça cherche à mettre un ordre et qu'ensuite chacun y trouve son compte. Mais oui, les conflits d'usage, alors ceux qu'il y a ici, c'est de la gnognotte à côté de ceux qui vont apparaître. Là où vous avez la combinaison entre mer et rivière au même endroit, plus bon, le reste, les forêts. Hein.
où chacun y va et puis tire sur la nature sans se soucier de savoir ce que l'autre à côté fait et combien de temps il va falloir à la nature pour reconstituer le cycle normal, si elle y arrive. Jean-Luc Mélenchon était à l'écoute des problématiques et des solutions proposées pour améliorer la gestion de l'eau, pour produire de l'énergie et redonner à la rivière sa fonction naturelle écologique. Moi je suis en campagne présidentielle et j'en suis fier. C'est-à-dire que pour moi, les campagnes politiques, c'est normal, c'est pour les élections, c'est la démocratie, c'est d'être en campagne. Il faut qu'une campagne ait une fonction utile, qu'elle fasse émerger des sujets et provoque de la discussion. C'est ça qu'on est en train de faire. Et c'est pourquoi on est là, la présidente de la commission d'enquête, Marina Mesure, qui est notre chef de file pour les régionales, et moi qui suis le candidat à la présidentielle. La visite s'est poursuivie par la visite de la ferme de la Grande Bastide de Pierre et Françoise Follet, actuellement tenue par leur fille. Le collectif paysan est une initiative expérimentale de maraîchage sur 2 hectares de terre. L'exploitation paysanne lui a été présentée et les différentes solutions dans le domaine agricole du maraîchage bio. Les techniques d'irrigation, les diversifications de plantation, les légumes vendus en AMAP à 90% et le circuit court lui a été expliqué. La problématique paysanne dans tous les domaines a attiré son écoute et son attention. De nombreuses questions ont été abordées et débattues. Mais c'est tout le problème de la dette. Parce que c'est pareil avec la dette publique. La dette privée, 1 million de fois plus dangereuse que la dette publique. Et celle des paysans, c'est tout simplement le désespoir à l'état brut. Parce que je pense que le plus souvent, le mal-vivre, il vient d'abord de ça. C'est pas tant du métier que de l'obsession que représente le fait d'avoir la somme à temps, de pouvoir rembourser, de payer les traites. Et les banques et vos machins là... pas vous, parce que j'ai marqué la Confédération paysanne, mais les machins de la FNSEA, c'était un coup de gorge, quoi. On poussait les gens comme ça, à s'embêter, à acheter des machines de plus en plus grosses. Une fois, je suis allé voir une ferme où c'était, alors évidemment, on dit, c'est des paysans, tu arrives, tu discutes, là-dedans, il n'y en avait pas un qui était en dessous du niveau d'ingénieur, et ils faisaient de l'élevage, ils avaient 70 bêtes, ce qui n'est pas beaucoup, et puis ils faisaient différents produits, ils faisaient l'aval, et ils étaient, je ne sais pas combien, peut-être 10 à en vivre, sur une surface petite et avec 70 bêtes seulement. Et donc ils nous disaient, mais moi j'en revenais pas. Pareil, notre copain, là, tu sais, le Claude Bouchot, il a loué un coin qu'il avait où il n'y avait plus rien dessus, il fait de la vigne, lui. Et il a loué ça à 2 filles, 2 hectares, elles en vivent. Elles sont 2 sur 2 hectares, ça n'existe pas dans le reste de l'agriculture, ça. C'est sûr, mais c'est ça l'agriculture paysanne. Mais sauf que pour ça, tu comprends, il faut que tout ce qu'elle produit soit acheté direct par la cantine scolaire, le machin. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Si on crée le marché, les gens auront la sécurité de leur déboucher. Pour faire un paysan, il doit être représentant de commerce, mécanicien, ingénieur, je ne sais pas quoi c'est. C'est trop. Ça c'est vrai, et je vous rejoins là-dessus, c'est-à-dire que beaucoup de mes collègues finalement sont très diplômés et en fait on se rend compte que c'est pas finalement ça vient bien parce qu'on est à la fois chef d'entreprise, à la fois on est technicien, à la fois on organise, à la fois on gère une équipe, à la fois on est commercial, à la fois voilà on n'a pas de secrétaire et donc effectivement ça représente une rigueur je sais de pas travail. Si ça va pas, si vous voulez justement, moi oui, c'est un anarchiste indépendant. Je vais vous dire que ça va. C'est ce qui fait l'intérêt du métier aussi. C'est intéressant dans ce métier d'avoir toutes ces fonctions. Parce que ce qui a été mauvais pour l'agriculture, c'est d'avoir transformé les paysans en producteurs. Je veux dire, quand on parle, aujourd'hui on dit les producteurs. Les intégrateurs. Ça n'a pas d'intérêt en fait qu'être producteur et puis de porter à un endroit et sans. Et oui, pour moi je dis qu'un agriculteur, c'est pas seulement un producteur. Je vais être le premier à me dire ça, parce que tous ceux que j'ai entendu vous raconter ça avant, ils disaient qu'ils en avaient assez, qu'ils étaient paysans, pas secrétaires, que ça ne les intéressait pas de faire de la paperasse toute l'année. Mais il ne s'agit pas de faire de la paperasse. Non, je blague, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends ce que je voulais dire, tout à fait. Et pour moi, personnellement, moi j'ai eu différents métiers. D'accord, vous me dites que la diversité c'est bien, parce qu'on fait moins tout le temps la même chose. C'est pas ça, mais c'est aussi, vous avez une entreprise, vous vous intéressez à tous les éléments de votre entreprise. Et je pense que ça a été, justement, vous parlez de vente directe par exemple. Pour faire de la vente directe, il faut mettre en place une activité commerciale. Et donc,
quand vous portez à la coopérative, vous ne vous préoccupez pas. Et aujourd'hui, justement, un des problèmes de l'agriculture, c'est qu'ils ont fait trop confiance aux coopératives. Aujourd'hui, dans les coopératives de céréales, une de l'Est par exemple, eh bien, vous avez 10 personnes qui s'occupent de la production et vous avez 80 traders. D'accord ? Ouais, donc les agriculteurs ont délégué, les exploitants agricoles, comme on dit aujourd'hui, ils ont délégué tout ce travail à ces gens. Et bien, ça les a conduits finalement, aujourd'hui, les coopératives agricoles, la majorité, elles ne servent pas l'agriculture. Ben oui, ouais, d'accord, mais la bureaucratisation de l'agriculture, elle vient de quelque part. C'est pour ça que votre réponse, mais vous n'avez pas dit ce que vous en pensez. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Je vais dire ici par exemple pour... T'as pas convaincu tout le monde. Hein. Dans nos endroits, vous n'avez pas idée de notre misère urbaine. Vous n'avez qu'à voir nos gosses, les épidémies de diabète. Une journée plus que bénéfique pour la mise en route de la règle verte du programme présidentiel de la France insoumise. Il y a qu'à. Très bien, qui va le faire? Bon. C'est pour ça qu'à Marseille, Marseille, ne me parlez pas de Marseille, ils se débrouillent, ils ont toujours raison contre tout le monde. Donc moi, je me contente de faire député de Marseille, c'est déjà...